Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le silence feutré d'un bureau cossu, au cœur de Washington DC, le juge Marcus Williams consultait calmement des dossiers. 48 ans, peau ébène lisse, regard perçant, Marcus était un pilier de la justice américaine. Depuis 20 ans, il avait gravi chaque échelon, jusqu'à atteindre l'un des postes les plus prestigieux, juge à la Cour suprême des États-Unis. À ses côtés, son épouse Lisa, brillante avocate et militante des droits civiques, partageait la même passion pour l'égalité et la justice. Leur vie conjugale était un équilibre fragile entre les combats publics et les moments d'intimité qu'ils chérissaient. Malgré leur succès et leur respectabilité, Marcus et Lisa connaissaient la réalité d'un pays où la couleur de la peau restait trop souvent un marqueur de discrimination et de préjugés. Au-delà des salles de justice et des discours officiels, une tension sourde grondait dans les rues, parfois étouffée, parfois éclatante. Ce soir-là, après une soirée au théâtre, ils allaient en faire l'amère expérience. Alors qu'ils marchaient côte à côte sous les lampadaires, main dans la main, une voiture de police s'arrêta brusquement à leur hauteur. Ce qui devait être un simple contrôle allait se transformer en humiliation publique, un affront injustifié qui allait marquer leur vie à jamais et révéler à quel point même un juge de la Cour suprême pouvait être victime d'un racisme profondément enraciné. La soirée avait été douce, presque magique. Marcus et Lisa Williams venaient de quitter le Kennedy Center, où ils avaient assisté à une représentation de A Raisin in the Sun, une pièce qui résonnait profondément en eux. Ils marchaient lentement, encore baignés par l'émotion de la scène, discutant à voix basse des thèmes de justice sociale et d'espoir, quand une voiture de patrouille grise déboula brusquement sur le trottoir d'en face. « Arrêtez-vous » hurla l'agent Blake en sortant du véhicule, un homme blanc d'une quarantaine d'années, le visage dur, les yeux pleins de suspicion. Marcus s'immobilisa, levant lentement les mains, tandis que Lisa restait à ses côtés, le regard fixe sur l'agent, déterminée à ne rien laisser passer. « Monsieur, pouvez-vous justifier votre présence ici » demanda l'agent Harper, un collègue plus jeune, la mâchoire serrée. « Je vis ici. »« Nous sortons seulement du théâtre » répondit Marcus calmement, sans montrer la moindre nervosité. Mais les agents semblaient sourds à la raison. Leurs questions se firent plus pressantes, leurs regards plus durs. Marcus sentit l'humiliation commencer à ronger son cœur. C'est étrange. Un homme comme vous, habillé ainsi, dans ce quartier, à cette heure? Vous cherchez des ennuis, peut-être, railla Blake, sa voix emplie de mépris. Lisa intervint, la voix ferme, mon mari est juge à la Cour suprême. Vous feriez bien de vous rappeler cela avant de parler. Mais au lieu de respecter cette déclaration, les policiers éclatèrent de rire, ignorant délibérément la vérité. Un attroupement commença à se former autour d'eux, les passants curieux, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. L'un des agents s'approcha brusquement de Marcus, saisissant son bras avec une poigne brutale. « Vous allez venir avec nous pour vérification. » La tension monta d'un cran, les insultes voilées se transformèrent en menaces ouvertes. Marcus sentit le poids du regard de son épouse, un mélange d'inquiétude et de colère contenue. Au cœur de cette nuit d'humiliation, ils allaient découvrir que la justice, même dans ses plus hautes sphères, pouvait parfois se heurter à des murs invisibles, dressés par l'intolérance et la peur. Lisa sentait son sang bouillir. Chaque mot, chaque geste de ces policiers était une insulte à la dignité de son mari, mais aussi à la leur, en tant que couple et citoyen. Elle regardait Marcus, calme et digne, mais à l'intérieur, elle ressentait une colère sourde, prête à exploser. « Laissez-le tranquille » lança-t-elle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Vous n'avez aucune raison de le traiter ainsi. C'est un juge de la Cour suprême. Vous savez ce que ça signifie ?» Blake lui lança un regard méprisant, presque amusé. « Oh, madame, on n'est pas là pour écouter des leçons de droit. Ici, c'est la rue, et vous allez obéir. » Lisa sentit ses mains se serrer en poing. Elle aurait voulu hurler, défendre Marcus à tout prix, mais elle savait que s'énerver ne ferait qu'aggraver la situation. Pourtant, rester silencieuse lui était impossible. « Vous abusez de votre pouvoir. Vous nous humiliez publiquement, sans raison. Ce n'est pas la justice, c'est du racisme. » Autour d'eux, les passants murmuraient, certains choqués, d'autres hésitants,
trop timide pour intervenir. Mais plusieurs avaient commencé à filmer la scène, conscients de la gravité de la situation. Marcus posa une main légère sur le bras de Lisa, un geste pour calmer la tempête intérieure qu'il sentait en elle. Lui aussi ressentait la douleur, mais il avait appris à garder son sang-froid, à ne pas laisser la colère obscurcir sa raison. « Lisa, laisse-moi gérer ça », murmura-t-il doucement. « Ce n'est pas contre nous personnellement, même si ça y ressemble. C'est un système plus grand. » Mais Lisa ne pouvait pas se résoudre à se taire. « Système ou pas, ce que vous faites est honteux. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes vos concitoyens, vos égaux. » Harper, l'agent plus jeune, s'approcha alors avec une arrogance visible. « Peut-être que vous devriez apprendre à respecter ceux qui nous protègent, madame. Sinon, ça pourrait mal finir pour vous. » Cette menace voilée fit frissonner Lisa, mais elle ne recula pas. Sa fureur devenait une arme contre l'injustice. Dans son esprit, elle revoyait chaque bataille qu'elle et Marcus avaient menée pour faire avancer les droits civiques, chaque victoire qui avait fait reculer le racisme, et chaque injustice encore présente aujourd'hui. Cette nuit, dans la rue, sous les regards de dizaines de témoins, leur combat allait prendre un nouveau tournant. Derrière le badge, il y avait souvent des histoires que personne ne voulait voir. L'agent Blake, le chef de la patrouille, n'en était pas à son premier affrontement avec la communauté noire de Washington. Dans son dossier, des plaintes s'accumulaient, des comportements agressifs, des contrôles abusifs, des insultes déguisées en remarques professionnelles. Mais grâce à ses relations au sein du commissariat, ces dossiers restaient lettres mortes. Blake avait grandi dans une banlieue blanche, bercé par des idéaux rigides et une vision étroite du monde. Son éducation l'avait conditionné à voir l'autorité comme une force indiscutable, et il ne supportait pas que quelqu'un, encore moins un homme noir, ose remettre en question son pouvoir. À ses côtés, l'agent Harper, un jeune policier ambitieux, cherchait à s'imposer. Fier de porter l'uniforme, il nourrissait une haine larvée contre ce qu'il percevait comme une menace, les hommes noirs qui, selon lui, ne respectaient pas l'ordre. Son tempérament impulsif et arrogant l'avait déjà conduit à des débordements, mais il avait réussi à éviter des sanctions grâce à Blake, qui le protégeait. Ce soir-là, en voyant Marcus et Lisa, Blake n'avait vu qu'une opportunité de montrer sa force. Un juge à la Cour suprême ? Peu importait. Pour lui, Marcus n'était qu'un homme noir de plus à remettre à sa place. Au commissariat, les couloirs résonnaient de conversations où l'on minimisait les incidents impliquant des citoyens noirs, où l'on se félicitait de maintenir l'ordre par tous les moyens. Mais à l'extérieur, dans la rue, la colère montait doucement. Les voisins, témoins de la scène, échangeaient des regards inquiets. Certains connaissaient Marcus de réputation, d'autres le croisaient régulièrement dans leur quartier huppé, où il était un modèle d'excellence. Le contraste était brutal, un homme d'une telle stature, rabaissé en public par des agents prêts à piétiner la dignité pour asseoir leur pouvoir. Alors que la nuit avançait, les premières vidéos de l'incident commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, portant un éclairage nouveau sur cette affaire qui allait bientôt dépasser les murs du commissariat. Le lendemain matin, Washington s'éveillait avec un mélange d'indignation et d'incrédulité. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'humiliation de Marcus Williams tournait en boucle. On voyait clairement les agents Blake et Harper, arrogants et brutaux, s'acharner sur un homme calme, résistant avec dignité. Bientôt, les commentaires affluaient, indignation, colère, soutien massif au juge. Certains journalistes se mirent à enquêter, contactant les témoins et recherchant la vérité. Dans leur maison, Marcus et Lisa suivaient la montée en puissance de la controverse. Marcus, d'habitude réservé, prit la parole publiquement pour la première fois. « Je suis Marcus Williams, juge à la Cour suprême des États-Unis », annonça-t-il dans une conférence de presse improvisée. « Ce que vous avez vu n'est pas seulement une agression contre moi, c'est une atteinte à la justice, à la dignité et à l'égalité. Ce comportement raciste ne peut plus être toléré. » Lisa, à ses côtés, soutenait chaque mot avec une détermination sans faille. Leur combat devenait celui de toute une nation, confrontée une fois de plus à ses démons. Le bureau du procureur général ouvrit une enquête interne. La pression monta sur le département de police, et les agents Blake et Harper furent rapidement suspendus. Mais au-delà des mesures administratives, c'était un combat d'idées et de valeurs qui s'engageait.
Marcus et Lisa, entourés de leur équipe d'avocats et de militants, préparaient une action juridique qui pourrait changer la donne. Cette révélation était un tournant, l'homme humilié devenait le visage de la lutte contre le racisme institutionnel, et personne ne pourrait l'ignorer. Dans les jours qui suivirent, Marcus Williams transforma son humiliation en un puissant levier de changement. Avec Lisa à ses côtés, il mobilisa une équipe d'avocats renommés, activistes et alliés politiques. Leur objectif était clair, obtenir non seulement réparation, mais surtout faire éclater au grand jour le racisme systémique qui gangrenait les forces de l'ordre. Les réunions se succédaient dans leur résidence de Georgetown, où stratèges juridiques et leaders communautaires échangeaient avec passion et rigueur. Marcus, habitué aux arcanes du droit, savait que la bataille serait longue et rude. Ce n'est pas juste une affaire personnelle, insistait-il lors d'une conférence de presse. C'est un combat pour chaque citoyen qui subit discrimination, humiliation et injustice. Notre système doit changer, et il commencera ici. Parallèlement, Lisa coordonnait la communication avec les médias, veillant à ce que l'histoire ne soit pas déformée ou minimisée. Le couple reçut un flot de messages de soutien venant de tout le pays, mais aussi des menaces et intimidations. Les policiers Blake et Harper, suspendus, se retrouvaient sous la loupe d'une enquête interne et d'une enquête fédérale. Leurs avocats tentaient de minimiser les faits, mais la pression publique devenait insoutenable. Dans l'arène judiciaire, Marcus exposa son dossier, soutenu par des témoignages, des vidéos et des expertises sur les pratiques discriminatoires au sein de la police. Chaque argument était un coup porté au mur du silence et de l'impunité. Le combat pour la justice n'était pas seulement une affaire de loi, mais un combat moral et social, une bataille pour l'âme même du pays. Suspendus et isolés, les agents Blake et Harper étaient confrontés à une réalité qu'ils avaient longtemps ignorée, leur comportement avait des conséquences. Dans une salle d'audience froide, les deux hommes se retrouvaient face à une commission disciplinaire chargée d'examiner leur conduite. Blake, d'ordinaire sûr de lui, montrait des signes visibles de nervosité. Harper, plus impulsif, jetait des regards furieux autour de lui, cherchant un bouc émissaire. « Vous avez abusé de votre autorité », lança la présidente de la commission, une femme noire au regard sévère. Vos actions ont porté atteinte à la confiance publique, à la dignité d'un homme et à l'intégrité de notre institution. Blake tenta de justifier ses actes, évoquant un simple contrôle de routine et une suspicion légitime. Mais chaque mot sonnait creux face aux preuves accablantes. Harper, rongé par la colère et la honte, comprit que sa carrière était en péril. « Je n'ai fait que mon devoir », balbutia-t-il, sans conviction. À l'extérieur, les médias et la population suivaient de près ces audiences, symbole d'une justice mise à l'épreuve. Dans son bureau, Marcus ressentait un mélange de satisfaction et de tristesse. Il savait que cette victoire n'effacerait pas les blessures, mais c'était un pas crucial vers la reconnaissance et le changement. Lisa, toujours à ses côtés, l'encourageait. « Ce n'est que le début, Marcus. Mais ensemble, nous allons faire bouger les choses. » Les policiers comprirent que leur arrogance avait un prix. L'humiliation qu'ils avaient infligée à Marcus Williams allait désormais se retourner contre eux, comme un miroir implacable de leur propre faute. L'audience publique était tendue. Une foule nombreuse s'était rassemblée dans la grande salle du tribunal, réunissant journalistes, militants, citoyens engagés, mais aussi les deux policiers suspendus, Blake et Harper, qui devaient officiellement présenter leurs excuses. Marcus Williams, debout à la barre, observait la scène avec une sérénité forgée par les années de combat. À ses côtés, Lisa, aussi digne que déterminée, portait le poids de cette épreuve avec une force tranquille. Blake prit la parole, le visage fermé, la voix hésitante. « J'aimerais commencer par présenter mes excuses à Monsieur Williams, à son épouse, et à tous ceux qui ont été blessés par mes actions. Ce jour-là, j'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. Je regrette profondément. » Harper, quant à lui, semblait encore plus mal à l'aise, mais il ajouta d'une voix basse. « Je reconnais avoir agi avec arrogance et ignorance. Je suis désolé pour la douleur causée. Mais les excuses, si importantes soient-elles, ne suffisaient pas à effacer des années d'injustice. » Marcus répondit avec calme et dignité. « Je vous remercie pour ces paroles. Mais je vous invite à comprendre que la réparation va bien au-delà de simples excuses. C'est un engagement à changer,
à lutter contre le racisme qui gangrène notre société, y compris dans ses institutions. Lisa ajouta, s'adressant à la salle. Ce moment est une étape, pas une fin. Nous devons travailler ensemble pour bâtir un avenir où personne ne sera humilié à cause de sa couleur de peau. Où la justice sera réellement égale pour tous. La salle resta silencieuse, pesant chaque mot. Certains policiers présents baissaient la tête, d'autres regardaient Marcus avec un nouveau respect. Ce dialogue difficile ouvrait une porte vers la réconciliation, mais aussi vers une prise de conscience nécessaire. Dans les regards, dans les cœurs, une lueur d'espoir commençait à poindre. Quelques mois après l'audience publique, Marcus Williams montait sur la scène d'un grand auditorium, devant une salle comble. Devant lui, des visages attentifs, jeunes et moins jeunes, de toute origine, venus écouter un homme qui incarnait à la fois la justice et le combat contre l'injustice. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas seulement mon histoire, commença Marcus d'une voix posée mais puissante. C'est le reflet d'un système qui doit changer, et qui change déjà. Chaque acte d'injustice, chaque humiliation doit être une étincelle qui allume la flamme du progrès. Lisa, dans le public, le regardait avec fierté. Ensemble, ils avaient transformé une épreuve douloureuse en un levier pour éveiller les consciences. Le chemin est long, parfois difficile, poursuivit Marcus, mais la dignité, le respect et la justice sont des valeurs auxquelles nous devons tous aspirer. À travers notre combat, j'espère inspirer chacun à se lever, à dénoncer les injustices, et à construire une société plus équitable. Des applaudissements nourris éclatèrent, résonnant comme une promesse collective. Dans cette salle, ce soir-là, se dessinait l'espoir d'un avenir où la couleur de la peau ne serait plus un obstacle, mais une richesse célébrée. Marcus et Lisa savaient que le combat continuerait, mais désormais, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient allumé une lumière dans l'obscurité, une lumière qui guiderait ceux qui viendraient après eux.